pour présenter la conférencière de ce soir. Nous avons la chance d'être accueillis au musée d'Aquitaine, qui est ici représenté par Madame Kukavka, ici présente. Merci encore d'accepter d'introduire cette conférence dans le cadre des conférences du musée. Ça, c'est une chose que l'on connaît bien. C'est un cycle que le musée développe et que l'on continuera très certainement suite aux mots que nous venons d'échanger. Alors, je suis content aussi de faire cette présentation en français parce qu'à partir de demain matin, tout va se passer dans une autre langue que vous connaissez. Donc, j'espère que pour nos amis grecs que j'ai vus apparaître dans le milieu de la salle, ça ne pose pas de problème. Il semble dire que c'est OK. Bon, voilà, ça c'est... Les Grecs parlent tout. C'est parfait. Voilà, alors, vous savez, c'est une conférence introductive à un congrès international. Alors, il est dit européen, mais on peut dire que c'est international, n'est-ce pas ? Puisque c'est le EMAC, le European Meeting on Ancient Ceramics, un congrès, une rencontre internationale européenne sur l'étude des céramiques anciennes, on est d'accord, alors qui fait suite à une nombreuse série de colloques, pour lequel le dernier, par exemple, se tenait à Athènes, et grâce à nos amis grecs qu'on vient d'identifier, et qui nous amènera sur les contrées des sciences archéologiques, des sciences archéométriques. On entendra parler de mathématiques, de géologie, de physique et de chimie aussi, d'archéologie au sens strict, etc. Donc ça démarre, et c'est demain matin, à partir de 9h, et ça se tiendra, ça se déroulera dans l'espace dit du Haut-Carré à l'université de Bordeaux. Voilà, ça c'est une chose. Mais pour ce soir, nous avions pensé qu'il était bon d'avoir une conférencière de renom au moins national, mais très certainement international bien sûr. C'est Valentine Roux. Et je me suis permis d'aller piocher un petit peu, comme tout le monde savait, sur le web, pour voir ce qu'elle faisait. Parce que cette dame, en fait, elle est très connue dans le domaine qui nous intéresse, celui des céramiques. C'est écrit quelque part par là. Voilà. Alors, je me permets de dire que Madame Roux est directrice de recherche au CNRS, qu'elle mène ses recherches sur les sociétés du Levant, donc on est du 5e au 4e millénaire avant l'ère chrétienne, et elle conduit en parallèle des études ethno-archéologiques en Inde. Et c'était sur ce mot aussi d'ethno-archéologique, avec la petite équipe d'organisation représentée ici très dignement par Nadia Quentin, Sophie Philippot et Ayed Benamara, mes collègues de l'équipe de l'IRAMA de CRP2A, bien que nous avons pensé que c'était naturellement vers elle qu'on pouvait se tourner pour lui demander de dire mais finalement, que savons-nous, où en sommes-nous de ces vieilles poteries, vieilles céramiques sur lesquelles on attend travailler au moins depuis quelques 10 000 ans, quelque chose comme ça. Et donc l'aspect ethno nous intéressait d'autant plus que nous ne le faisons pas vraiment encore, même si Nadia Quentin s'est bien lancée dans cette aventure qui, je crois, est tout à fait passionnante. Alors, Valentine Roux est auteure de nombreux ouvrages, des céramiques et des hommes. On retrouve un titre qui passe bien. Alors on pourrait se dire des céramiques et des femmes ou des hommes, je ne sais pas, on pourra poser la question, vous verrez. Décoder les assemblages archéologiques, mais également des titres comme Techniques and People, parce que ça c'est apparemment en langue anglaise, Anthropological Perspectives on Technology in the Archaeology of the Proto-Historic and Early Historic Periods in Southern Levant, ça c'est pour les anglicistes, ou bien encore Cornaline de l'Inde, des pratiques techniques de Cambay au technosystème de l'Indus. On sent bien que l'espace ethno-archéo et technique vous plaît, vous passionne, et c'est une belle chose. Le Tour du potier, c'est un autre titre d'ouvrage, spécialisation artisanale et compétences techniques. Elle est rattachée à la maison de l'archéologie et ethnologie à Nanterre, n'est-ce pas, la maison René Ginouvez, c'est toujours vrai ? Voilà, parce que vous savez, sur le web, des fois, il y a des erreurs. Et ces recherches donc portent tout particulièrement sur les processus de changement céramique dans le Levant sud et nord, donc on l'a dit. Et puis, par ailleurs, vous menez aussi des recherches sur les modes d'édition scientifique, la constitution de bases de connaissances à travers un autre projet, je ne sais pas si on l'abordera, c'est vous qui nous direz. Je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas moi le conférencier, c'est vous, et donc je vous cède la parole avec grand plaisir. Il faut d'abord que je demande si on m'entend bien. Oui, bon. Et je crois que vous allez avoir la lumière tout le temps parce que la conférence est filmée. Donc pour des problèmes techniques, on ne peut pas faire la salle plus sombre. Hein. Depuis les périodes néolithiques jusqu'aux périodes modernes, tous les sites archéologiques livrent des céramiques ou des tessons de céramique, souvent par milliers, parfois par millions. C'est donc un matériau privilégié pour découvrir ce que furent les sociétés du passé, pour tenter de voir
le monde passé à travers lui. Mais dans quelle mesure les céramiques peuvent-elles nous raconter les histoires que l'on voudrait entendre ? C'est une question qui se pose en particulier pour les sociétés sans écriture, sans texte pour nous éclairer. Et comme nous le verrons, la réponse à cette question est à rechercher en grande partie, non pas dans le monde passé, mais dans le monde actuel. Au début de l'archéologie, avant l'arrivée des datations carbone 14, les céramiques étaient avant tout utilisées pour établir des chronologies relatives. Le principe est le suivant. Les formes et décors des céramiques sont ordonnés chronologiquement selon les couches successives dans lesquelles les céramiques sont trouvées. Elles permettent ainsi d'établir des frises chronologiques indiquant des périodes et des groupes culturels. Rapidement toutefois, les archéologues ont voulu tirer plus d'informations des céramiques. En particulier, ils voulaient être en mesure de restituer les systèmes socio-économiques dans lesquels les céramiques étaient produites. Quels étaient les centres de production ? Les céramiques circulaient-elles ? Faisaient-elles l'objet d'échanges ? Et ainsi participaient-elles d'un système de distribution organisé ? Pour répondre à ces questions, de nombreux outils analytiques ont été développés depuis maintenant plusieurs décennies. Ces outils permettent d'identifier l'origine du matériau utilisé pour fabriquer les récipients et donc de savoir si le récipient a été fait sur le site où il a été exhumé ou bien s'il provient d'un autre lieu, d'une autre région, d'un autre pays même. Une fois établie la provenance des récipients, il devient alors possible de restituer l'organisation de la production et de la distribution des céramiques, ou même de repérer les objets qui ont circulé de manière ponctuelle, dans ce cas avec leur utilisateur. Une histoire socio-économique peut être ainsi envisagée, et une histoire également des relations entre les groupes culturels. Mais les questions posées aux céramiques ne se sont pas arrêtées là. Loin s'en faut. Les archéologues ont voulu aussi les interroger sur la sociologie et l'histoire des populations. La première question était: dans quelle mesure les céramiques retrouvées sur les sites archéologiques peuvent-elles signaler la composition sociologique des populations ? C'est une première question essentielle pour répondre ensuite à deux autres questions non moins importantes. Dans quelle mesure les céramiques peuvent-elles signaler des filiations entre des groupes se succédant dans le temps? Dans quelle mesure les céramiques peuvent-elles signaler des mouvements de population? Autrement dit, comment voir l'héritage transmis d'un groupe à l'autre ou le remplacement d'un groupe par un autre? Comment distinguer entre différentes sortes de changements, ces changements inexorables qui organisent les frises chronologiques? Pendant de nombreuses années, et parfois encore de nos jours, la question de la composition sociologique des populations a été traitée à partir des styles céramiques, c'est-à-dire à partir des formes et des décors. Seules les formes et les décors étaient en effet pris en compte pour caractériser des groupes culturels. Mais finalement, on ne savait pas trop à quelle entité sociale on pouvait finalement faire correspondre les différents styles observés. Des enquêtes ethno-archéologiques ayant pour objectif de vérifier sur le terrain ethnographique
la validité des hypothèses faites en archéologie, ont montré alors que la correspondance entre forme des céramiques et groupes sociaux n'était pas toujours valable. Et pour la simple raison qu'une même forme ou qu'un même décor pouvait avoir été adopté par des groupes sociaux différents. C'est ainsi que de nos jours en Inde, dans le Rajasthan, les potiers musulmans et les potiers hindous fabriquent le même type de jarrao, à savoir des jarres de même forme, fabriqués avec le même matériau argileux, pris qui plus est sur les mêmes sources, ceci pour répondre à une demande générale des habitants de la région, pour qui ces jarres sont particulièrement efficaces pour refroidir l'eau. En situation archéologique, prendre cette jarrao comme indicateur de groupes sociaux serait alors ignorer l'existence de ces deux groupes, dont il serait difficile alors de faire l'histoire. Les archéologues devaient trouver donc d'autres attributs que les formes et les décors s'ils voulaient faire une histoire sociologique à partir des céramiques retrouvées sur les sites archéologiques. Pour ce but, ils se sont tournés vers les résultats apportés par les anthropologues des techniques. Ceux-ci, dès les années 70, s'appuyant sur les travaux d'anthropologues comme ceux d'André Leroy-Gourhan ou de Marcel Mauss, mirent en évidence que les techniques étaient des faits sociaux à part entière, des marqueurs identitaires remarquables. Ils ont ainsi montré que l'on pouvait utiliser des techniques différentes pour faire des céramiques de même forme et de même fonction, et que la différence venait de ce que ces groupes avaient appris, des manières de faire différentes, transmises de génération en génération au sein de chacun d'eux. Pour exemple, des recherches ethno-archéologiques au Sénégal ont montré ainsi que deux ethnies, les Alpularen et les Soninké, utilisent des techniques différentes pour faire des récipients de même forme et de même fonction. Les techniques ont été transmises de mère en fille au sein de chaque ethnie. La technique du modelage chez les Alpularen, la technique du moulage chez les Soninké. Ces techniques sont ainsi restées stables au cours des âges, témoignant d'une production par les deux ethnies, tandis que les formes ont évolué au gré de la demande des consommateurs, s'uniformisant progressivement. Les enquêtes ethno-archéologiques documentant la relation entre traditions techniques et groupes sociaux ont montré en outre que cette relation était valable, y compris dans des situations complexes où il y avait de nombreux mariages interethniques. Ainsi, dans le nord du Cameroun, des recherches ont été menées dans la plaine Tikar, une région habitée par plusieurs ethnies exogames, c'est-à-dire dont les femmes peuvent épouser des hommes appartenant à une autre ethnie que la leur. Dans cette région, la poterie est faite par 4 ethnies, les Yamba, les Mambila, les Tikar et les Tumu. Les Yamba utilisent la technique du modelage par pincement, les Mambila utilisent la technique du colombin par pincement, les Tikar utilisent la technique du colombin par écrasement et les Tumu utilisent la technique du modelage par étirement. Chez les Yamba, la poterie est faite par les hommes, chez les Tumu par les femmes, et chez les Mambila et les Tikar par les hommes et par les femmes. Pour comprendre comment les alliances matrimoniales
interethniques n'ont pas eu pour effet de mélanger les traditions au sein d'une même ethnie, les biographies des potiers et des potières ont été recueillies. Ainsi, la potière Toby raconte qu'elle a appris la poterie de sa mère, qui est Toumou. Celle-ci lui a enseigné la tradition que lui avait enseignée sa propre mère, à savoir le modelage par étirement. Toby a ensuite épousé un potier Mambila qui pratiquait la technique du colombin. Toby a appris cette technique pour aider son mari. Toutefois, elle n'a enseigné à sa fille Habiba que la tradition Toumou et seulement celle-là. En outre, elle a abandonné la technique du colombin une fois son mari mort et est revenue à la technique du modelage par étirement. C'est ainsi que le modelage par étirement est actuellement pratiqué par toutes les femmes Toumou, quels que soient les mariages interethniques. C'est ainsi que le modelage par étirement est associé aux Toumou et seulement à eux. C'est ainsi que, dans la plaine Tikar, les traditions correspondent à une et une seule ethnie. Cet exemple n'est pas isolé. De nombreux exemples, aussi bien en Afrique, en Amérique ou en Asie, montrent qu'il y a une tendance générale à ce que les potiers enseignent toujours la tradition apprise en premier, sachant que cet apprentissage se fait toujours avec quelqu'un de son groupe social, que ce soit un parent ou que ce soit un voisin. Ces recherches en ethnoarchéologie et en anthropologie des techniques ont été fondamentales pour l'archéologie, car elles ont permis de montrer qu'il existe une règle générale associant tradition technique et groupe social, étant donné des modalités universelles d'apprentissage et de transmission des savoir-faire techniques. Selon ces modalités, l'apprentissage des savoir-faire nécessite un tuteur qui est toujours sélectionné dans le même groupe social. Il en résulte une transmission de ces savoir-faire de génération en génération au sein du même groupe social. Et donc, il en résulte des traditions techniques propres à chaque groupe social. Autrement dit, en comprenant comment les traditions techniques sont apprises et transmises, les archéologues peuvent désormais utiliser l'équation tradition technique égale groupe social comme une véritable règle d'interprétation, sachant que cette règle s'explique par des universaux. C'est à partir de cette règle qu'il est désormais possible de lire différemment les assemblages archéologiques, d'y lire la composition sociologique des populations anciennes et d'ambitionner de faire une histoire sociologique des populations du passé. Reste maintenant à identifier les différentes traditions techniques pour ensuite les associer à des groupes sociaux. L'identification des traditions techniques sur les céramiques n'est pas toujours facile, mais dans tous les cas possible. Elle implique de décrypter les micro- et macro-traces observables en surface et en section, à l'œil nu, au microscope et en radiographie. L'interprétation de ces traces est faite par référence à des pièces expérimentales et ethnographiques. L'objectif est de restituer les chaînes opératoires de fabrication des céramiques anciennes, à savoir les opérations successives de préparation de la pâte, de façonnage, de finition, de traitement de surface, de décor et de cuisson.
Pour évaluer maintenant le potentiel des traditions céramiques pour dévoiler notre passé, je propose de prendre un cas d'étude, celui des sociétés du Levant Sud. Le Levant Sud comprend actuellement le sud du Liban et de la Syrie, Israël, les territoires palestiniens et le plateau jordanien. Des recherches archéologiques y sont menées depuis plus de 50 ans et ont permis de montrer qu'entre 4500 et 3800 avant notre ère, des sociétés ont vécu des transformations culturelles majeures, que ce soit dans les sphères de la culture matérielle, des pratiques mortuaires et rituelles, de l'économie ou de l'expression iconographique et symbolique. Elles ont été appelées sociétés chalcolithiques parce qu'utilisant des objets en cuivre. Elles sont considérées par les archéologues comme les premières sociétés hiérarchisées de la région. L'économie de subsistance de ces sociétés est basée sur l'agriculture et l'élevage, ce dont témoignent les restes fauniques, les restes végétaux, la présence de matériel de broyage, de herminettes, de fossiles. Dans l'ensemble du Levant Sud, les villages faisaient généralement moins de 2 hectares, à l'exception notable de quelques sites, dont le site de Rassoul, au bord de la mer Morte, qui est d'environ 10 hectares. Les maisons étaient rectangulaires, avec 1 à 2 pièces distribuées autour d'une cour. Les fondations étaient en pierre et les murs en briques crues. Les fouilles archéologiques ont mis également en évidence l'existence de lieux de culte, ainsi que des lieux funéraires dédiés soit à des inhumations primaires, soit à des inhumations secondaires caractérisées par des ossuaires en terre cuite. La culture matérielle de ces sociétés témoigne de savoir-faire technique exceptionnel et de circulation d'objets à longue distance. C'est ainsi qu'ont été retrouvés sur ce site des vaisselles en basalte, originaires du Golan, des statuettes en forme de violon, ou encore des masses faites en diverses roches exotiques, comme l'hématite, dont les sources sont rares dans la région. Mais les objets les plus étonnants ont été retrouvés dans des caches. La plus connue est celle de Nal Mishmar. Elle a été découverte en 1961 dans l'une des nombreuses grottes de falaises surplombant la mer Morte. On y a trouvé, enroulés dans une natte, des dizaines d'objets en métal obtenus selon le procédé de la fonte à la cire perdue et comprenant des couronnes, des sceptres, des masses en métal, une défense d'hippopotame perforée, probablement originaire d'Égypte. Une autre cache, un Al-Kala dans les collines à l'ouest du Jourdain, contenait des anneaux en or, probablement en provenance de régions aussi lointaines que la Nubie ou l'Oural. Cette culture matérielle exceptionnelle a été la source d'hypothèses scientifiques contradictoires qui font toujours l'objet de vifs débats. L'archéologue Itzik Gilead a proposé que les sociétés chalcolithiques du Levant Sud étaient des sociétés égalitaires, étant donné l'absence de monuments ou de bâtiments indiquant des chefs, l'absence de tombes dotées de mobilier funéraire riche, l'absence de hiérarchisation entre les villages, l'absence de différenciation entre les maisons à l'intérieur des villages ou encore l'absence de dispositifs de stockage communs. D'après lui, les objets en cuivre, basalte, ivoire ou roches exotiques témoignent d'activités rituelles, mais sans nécessairement que des élites soient responsables de leur production.
Allant contre cette hypothèse, l'archéologue Tom Levy considère que la culture matérielle de ces sociétés du Levant Sud témoigne d'un artisanat spécialisé, qu'il existe des grottes funéraires avec un matériel mobilier riche, que les lieux de culte fonctionnaient comme des lieux de pèlerinage, et enfin que la fonction des objets en métal était celle d'élite. Et donc il en déduit qu'il est possible d'envisager l'existence d'un pouvoir politico-religieux contrôlant les ressources des territoires et les redistribuant. Que dit alors la céramique ? Peut-elle apporter des éléments qui permettraient de caractériser ces sociétés, sociétés égalitaires ou sociétés hiérarchisées ? Peuvent-elles nous aider à mieux comprendre comment ces sociétés rurales ont pu innover et livrer des objets aussi exceptionnels que le trésor de Nahal Mishmar ? De manière générale, sur l'ensemble des sites, les céramiques sont comparables. Même forme, même décor pour des récipients de même fonction. Nombre de ces récipients sont des bols, des jattes, des jarres, des petits pots. Il existe aussi des formes spécialisées comme les barates, les bols sur pieds fenestrés ou les cornets, lesquels, selon certains auteurs, auraient une fonction rituelle. Les assemblages ne sont pas pour autant complètement standardisés, dans le sens où il existe des différences régionales marquées par des formes singulières. Du point de vue des techniques potières, les chercheurs ont distingué sur l'ensemble des sites archéologiques 2 groupes de céramiques. Le premier regroupe les céramiques fabriquées sans l'aide d'instruments rotatifs, façonnées donc à la main seulement. C'est le cas de l'ensemble des récipients. Le second groupe comprend des céramiques fabriquées à l'aide d'une tournette, petit tour en basalte à rotation lente. Il comprend une seule catégorie de récipients, des petits bols en forme de V. Nous avons alors regardé de près comment étaient fabriquées les céramiques appartenant à chacun de ces groupes. Et nous avons tout d'abord examiné les céramiques fabriquées sans l'aide d'instruments rotatifs. Il est ressorti que toutes partagent un trait technique original, à savoir un revêtement argileux systématiquement passé sur les parois externes des récipients, quelle que soit leur taille et leur forme, c'est-à-dire quelle que soit leur fonction. Et ce revêtement argileux a été observé sur les céramiques de l'ensemble des sites du Levant Sud. Un tel revêtement argileux est obtenu en délayant avec de l'eau la pâte dont est fait le récipient. Le produit obtenu est de texture visqueuse et peut s'étaler avec toutes sortes d'outils. Il a été possible de le reproduire expérimentalement et ainsi de caractériser les surfaces enduites avec un revêtement argileux. Contrairement aux surfaces qui font l'objet d'un simple lissage, elles sont grumeleuses et irrégulières avec des grains flottants à la surface recouverts d'une fine couche d'argile. L'enduit argileux est identifiable à l'œil nu et au microscope. La principale raison d'un revêtement argileux est sa capacité à recouvrir les irrégularités des surfaces obtenues après le façonnage et ainsi à recouvrir toutes les traces liées à la pose successive des colombins. Le fait que toutes les céramiques du Levant Sud soient enduites d'un revêtement argileux peut s'expliquer
soit par la transmission de cette pratique de génération en génération, signalant alors un groupe social élargi partageant la même manière de faire, soit par sa diffusion et son adoption au cours des âges par des groupes différents. Pour savoir ce qu'il en était, nous avons cherché à identifier le reste de la chaîne opératoire. Quelle était-elle et la retrouvait-on sur l'ensemble du Levant Sud? Nous avons tout d'abord examiné les céramiques d'un site de la vallée du Jourdain, le site de Fataël, et nous avons examiné la composition de la pâte, la composition des pâtes. Toutes les pâtes examinées correspondent à un mélange de matériaux argileux, local essentiellement, avec une forte proportion de grains minéraux grossiers ajoutés à hauteur de 20 à 30%. Nous avons ensuite examiné les techniques de façonnage. Les bases sont faites à partir d'une galette aplatie, ce que montrent des vides allongés subparallèles. Sur cette galette est ensuite posé un premier colombin, petit rouleau de pâte, qui est collé par des pressions du doigt sur la base. Les autres colombins sont ensuite posés par écrasement sur la face interne, ce que montrent de larges fissures obliques, témoins des modalités de jonction en biseau des colombins. De manière générale, les colombins sont petits, environ 1,5 fois l'épaisseur des parois. Une fois les colombins posés, le bord était lissé avec un outil souple, selon un geste rotatif, ce qu'indiquent des stries épaisses concentriques. La paroi interne, encore humide, était ensuite régularisée, probablement avec un outil rigide, selon des gestes obliques, ce que montre d'une part des stries fines de direction oblique recouvrant les stries concentriques du bord, d'autre part une microtopographie irrégulière observable entre les stries, caractéristique de l'état humide de la pâte. La paroi externe était à son tour lissée, puis le récipient était mis à sécher jusqu'à ce que la pâte prenne une consistance dite cuir, c'est-à-dire aussi souple que le cuir. L'artisan appliquait alors sur la paroi externe, autour de la base, un colombin de renforcement. Ce colombin est visible par le débord de pâte autour de la base, ainsi que par la surépaisseur formée sur la panse inférieure. C'est aussi à cette étape du façonnage qu'étaient rajoutées les anses et éventuellement les cordons décoratifs. Toute la panse et les éléments appliqués, à savoir colombin de renforcement, anse et cordons décoratifs, étaient ensuite enduits d'un revêtement argileux de texture plus ou moins grumeleuse, selon la taille des grains grossiers de la pâte et donc aussi selon la taille des récipients. Pour les récipients les plus fins, l'enduit argileux est ainsi visible au microscope seulement. Une fois les récipients enduits, ils étaient mis à sécher, puis cuits en atmosphère oxydante à des températures comprises probablement entre 700 et 800 degrés au vu de leur dureté. Aucun four ou structure de cuisson n'ayant été retrouvée, on peut supposer que les cuissons étaient ouvertes. Après l'examen des céramiques du site de Fataël, il s'agissait de vérifier si la même chaîne opératoire avait été utilisée sur les autres sites du Levant Sud. C'est ainsi que nous avons examiné des assemblages appartenant à des sites localisés dans les régions sud, nord, est, ouest du Sud-Levant. Nous avons alors découvert
que tous les récipients des sites chalcolithiques du Levant Sud, façonnés sans l'aide d'instruments rotatifs, étaient fabriqués selon la même chaîne opératoire. Que ce soit les céramiques des sites du nord du Negev, de la plaine côtière, des régions centre et nord, de la mer Morte, de la rive gauche et droite du Jourdain, toutes sont faites avec des pâtes comprenant un pourcentage élevé d'inclusion minérale. Toutes sont façonnées à partir d'une base modelée, puis à l'aide de petits colombins écrasés sur la face interne. Toutes ont leur jonction basse-panse renforcée par un colombin périphérique externe. Toutes ont leur panse externe enduite d'un revêtement argileux. En bref, au sud Levant, à l'époque chalcolithique, il n'existait qu'une seule tradition technique pour fabriquer l'ensemble des récipients utilitaires. Si l'on utilise alors la règle d'interprétation mise en évidence précédemment en ethnographie par les anthropologues, la règle selon laquelle les traditions techniques sont l'expression de groupes sociaux, on aboutit alors à la conclusion que toute la population chalcolithique du Levant Sud appartenait au même groupe social, puisque toute cette population avait appris la même manière de faire les poteries, et donc avec des individus appartenant au même groupe social. Quel était alors le périmètre géographique de ce groupe social qu'il restait donc à vérifier? Le périmètre de la tradition céramique du Levant Sud et donc du groupe social associé a été vérifié en examinant les céramiques des régions voisines avec lesquelles les sociétés chalcolithiques du Levant Sud avaient des contacts, et à commencer par le delta égyptien, où l'on a retrouvé des céramiques du Levant Sud. Les traditions techniques y sont radicalement différentes. Les pâtes sont dégraissées avec des déjections animales, les bases sont faites à partir de colombins spiralés, les panses sont faites à l'aide de colombins superposés les uns sur les autres avec des jonctions horizontales. Les faces externes sont soit raclées, soit engobées et polies. Au nord du sud Levant, ce qui correspond grosso modo au Liban, plusieurs traditions en cours, dont le façonnage par modelage ou par adjonction de gros colombins. Aucune de ces traditions n'a pour traitement de surface l'enduit argileux. Ainsi, la tradition du Levant Sud est bien limitée au périmètre de cette seule région. Les traditions qui se pratiquent dans les régions voisines suggèrent d'autres groupes sociaux au sein desquels d'autres manières de faire ont été transmises. Quel est alors l'ancrage historique de cette société chalcolithique du Levant Sud? Comment s'est-elle formée? Quel est son lien avec les groupes du 6e millénaire présents sur le même territoire? Pour répondre à ces questions, les assemblages céramiques de plusieurs sites du 6e, début du 5e millénaire avant notre ère ont été étudiés. Ces sites sont situés dans la vallée du Jourdain et non loin de la plaine côtière. Les assemblages céramiques de ces sites révèlent que la chaîne opératoire était la même que celle utilisée à l'époque chalcolithique. Ajout de dégraissants grossiers dans la pâte, galettes modelées pour faire la base, petits colombins posés vers l'intérieur, colombins de renforcement externe et enfin enduit argileux sur la face externe. Autrement dit, 1000 ans avant l'époque chalcolithique, des groupes vivaient au Levant Sud et pratiquaient la même tradition potière,
témoignant dès lors de sa transmission de génération en génération sur plus de 1000 ans. On peut parler ici d'un véritable lien phylotechnologique entre les assemblages céramiques, témoignant dès lors d'un lien de descendance entre les groupes du 6e millénaire et les groupes chalcolithiques. Ce lien de descendance revient à dire que les groupes chalcolithiques avaient pour ancêtres les groupes du 6e millénaire présents sur le même territoire. Dès lors, il est tentant de supposer que des liens de parenté, à degrés divers, unissaient l'ensemble des individus formant la société chalcolithique du Levant Sud. Il est tentant, dans tous les cas, de supposer qu'un réseau social au maillage resserré connectait l'ensemble des individus. Afin de trouver d'autres indices de connexion entre les individus de cette société chalcolithique, nous avons alors cherché à voir s'il existait des lieux fréquentés par l'ensemble des villages partageant la tradition potière du Levant Sud. De tels lieux peuvent être révélés par la provenance des céramiques. Le principe est très simple. Si un site présente des céramiques provenant de toute une macro-région, alors ce site témoigne de sa fréquentation par des individus originaires de toute cette macro-région. Et donc il témoigne soit de rassemblement, soit de pèlerinage. Au Levant Sud, des fragments de céramique ont été prélevés sur un échantillon de sites représentatifs de différentes fonctions, sites d'habitat, lieux de culte, lieux funéraires, et localisés dans des niches écologiques différentes. Ces fragments ont fait l'objet de lames minces afin d'être observés au microscope. Les inclusions minérales et la masse fine ont été alors comparées avec un référentiel géologique et un référentiel de sol ancien pour savoir d'où venait le matériau argileux et donc pour identifier les sources d'argile et la provenance des récipients. Les résultats obtenus montrent que les céramiques retrouvées sur les sites d'habitat sont faites majoritairement avec des argiles locales, tandis que les céramiques retrouvées sur les lieux de culte ou sur les lieux funéraires proviennent d'une trentaine de kilomètres à la ronde. Contrairement aux sites d'habitat, les lieux de culte et les lieux funéraires sont ainsi fréquentés à une échelle régionale, renforçant l'idée de relations étroites entre les villages. Pour autant, y avait-il un site fréquenté par l'ensemble de la population? La surprise a été donnée par le site d'Abou Hamid, dont les maisons laissaient à penser qu'il s'agissait d'un site d'habitat. Sur ce site, l'analyse des pâtes céramiques révèle que les récipients proviennent de l'ensemble des sites du Levant Sud. Autrement dit, ces récipients sont faits dans des matériaux argileux originaires de toutes les zones géographiques du Levant Sud. Il s'en est suivi l'interprétation selon laquelle Abou Hamid était un site fréquenté par l'ensemble des villages du Levant Sud, un site de rassemblement ou de pèlerinage, évoquant dans tous les cas une mémoire partagée entre tous. Mais les céramiques n'allaient pas s'arrêter là pour révéler la connexion entre les villages chalcolithiques. Rappelons que les chercheurs du Levant Sud ont mis en évidence deux groupes techniques de céramique. Les céramiques faites sans l'aide d'instruments rotatifs, celles que nous venons de voir, et les céramiques faites à l'aide d'un instrument rotatif.
Ces dernières ne comprennent qu'une catégorie de récipients, des petits bols en forme de V dont on peut penser, au vu des traces de suie, qu'ils étaient utilisés comme lampes. Ces petits bols ont été retrouvés sur tous les sites du Levant Sud, incluant sites d'habitat, sites funéraires et lieux de culte. Leur façonnage implique de maîtriser l'énergie cinétique rotative et donc de développer des habiletés spécifiques. Ces habiletés signalent des artisans spécialisés, tandis que l'utilisation exclusive de la tournette par des artisans spécialisés pour la seule fabrication de ces bols en V suggère que ces derniers avaient une valeur différente des vaisselles utilitaires, une valeur cérémonielle qui explique qu'on les retrouve systématiquement en contexte funéraire. Qu'en est-il alors de leur production ? L'analyse du matériau argileux des petits bols en V montre que sur l'ensemble des sites, les pâtes sont faites systématiquement d'un mélange d'argile locale et d'argile leucique type Negev. Par ailleurs, le nombre de ces bols en V qui ont été retrouvés sur tous les sites montre que leur taux de production était faible. Il est tentant alors de supposer que les artisans qui ont fait ces bols étaient en nombre limité et donc itinérants, passant de site en site pour donc la fabrication de ces bols, signalant ainsi que des conventions cérémonielles étaient partagées au sein d'un même réseau, ce même réseau dévoilé par les traditions des céramiques utilitaires. En résumé, les céramiques utilitaires et cérémonielles chalcolithiques du Levant Sud révèlent une société en réseau, liée par des liens s'ancrant dans le passé, une société où les individus appartiennent à une même entité sociale qui partage les mêmes normes, ces normes qui transparaissent dans l'utilisation des petits bols cérémoniels ou dans l'utilisation d'objets de prestige tels que ceux de la grotte de Nahal Mishmar. Serait-il possible alors que ces normes, ces conventions partagées aient pu naître dans un contexte décentralisé? Serait-il possible que ce soit l'existence même d'un réseau social dense qui ait favorisé l'émergence de ces normes, de ces conventions? Serait-il possible, autrement dit, de proposer une hypothèse qui explique à la fois des comportements religieux et sociaux partagés à l'échelle du Levant Sud et des singularités régionales excluant l'existence d'un pouvoir central? Et cette hypothèse pourrait-elle expliquer que l'on ait des objets signes de différenciation, mais dont la distribution ne permet pas de hiérarchiser des individus ou des villages? La réponse à ces questions peut en fait se trouver dans les travaux d'un sociologue, Damon Saint-Ola. Celui-ci a publié en 2015 une étude sur l'émergence de conventions sociales collectives au sein de populations n'ayant aucune ressource pour faciliter une coordination globale. L'étude a consisté à tester les effets de la structure des réseaux sociaux dans l'évolution spontanée de conventions sociales communes. Des expérimentations ont été faites avec le web, avec des joueurs à qui l'on présentait une photo et qui devaient s'accorder sur le nom à donner. Et 3 types de réseaux ont été testés. Des réseaux où des individus interagissaient compte tenu d'une proximité géographique, des réseaux où des individus interagissaient de manière aléatoire,
et des réseaux où des individus étaient mélangés de manière homogène et pouvaient donc interagir tous les uns avec les autres. Les résultats montrent que la structure de réseau qui favorise l'émergence de normes sociales partagées est celle où il y a une forte connexion entre les individus, c'est-à-dire un réseau avec un mélange homogène d'individus où chacun est en mesure d'interagir avec le plus grand nombre. Autrement dit, les travaux de Damon Saint-Ola montrent que des réseaux socialement homogènes permettant une interaction entre un grand nombre d'individus peuvent conduire des populations humaines à évoluer vers une convergence de conventions, vers un partage de ces conventions, sans pour autant qu'il existe de leadership ou d'autorité centrale permettant une coordination globale. Dans le cas de nos sociétés chalcolithiques, les traditions céramiques ont montré que l'ensemble de la population du Levant Sud appartenait à un groupe social homogène, que la connexion entre les individus était forte, car ancrée dans une descendance commune et une mémoire partagée, ainsi qu'en témoigne le lien phylotechnologique entre les assemblages céramiques, la fréquentation macro-régionale du site d'Abou Hamid, les fréquentations régionales des sanctuaires et des sites funéraires, ou encore la production de bols rituels par des artisans parcourant l'ensemble des villages. C'est dans ce contexte de connexion qu'ont été inventés des objets de prestige, des objets cultuels. C'est dans ce contexte que se spécialisent des artisans aux habiletés techniques remarquables. Il est tentant alors de voir ces objets et ces techniques exceptionnelles comme la matérialisation de normes partagées qui ont pu se construire collectivement au sein d'un réseau à forte connexion, sans pour autant qu'aucune élite ne coordonne la production de ces objets. En 3800 avant notre ère, ces sociétés du Levant Sud s'effondrent. La région du Negev, de la vallée du Jourdain et du Nord sont désertées. Au total, ce sont 70% des sites qui sont abandonnés. Les grands sites que sont Abou Hamid et Rassoul ne seront jamais réoccupés. Les objets de prestige, les objets cultuels disparaissent. Aucune trace de violence, d'envahisseurs ou de catastrophe environnementale ne semble expliquer la fin de cette société. Les céramiques pourraient, dans le futur, à nouveau expliquer l'histoire. Mais ce sont là des recherches uniquement en cours qui viennent de commencer. Des céramiques avec des caractères inhabituels ont été retrouvées sur les sites en phase finale d'occupation, comme les sites de Fadzaël dans la vallée du Jourdain ou de Megiddo dans le Nord. Leurs pattes présentent, comme vous pouvez le voir sur les diapositives, un aspect fondu très dense. Leurs analyses chimiques ont révélé des composants surprenants, comme du sulfate de barium en grande quantité associé à des métaux lourds. Ces analyses pourraient signaler des épisodes météorologiques aux conséquences toxiques ayant directement joué sur le départ d'une partie de la population, pour l'une en direction du nord et pour l'autre en direction de l'Égypte, où des céramiques de cette période finale ont été retrouvées. Avec la dislocation du réseau social chalcolithique et en l'absence de coordination institutionnelle telle que supposée précédemment, les normes partagées qui avaient émergé pendant la période chalcolithique disparaissent. Il faudra attendre 200 ans pour qu'une partie de la population revienne et qu'une nouvelle dynamique se mette en place qui, cette fois-ci, conduira à l'apparition des premières villes du Levant Sud. Pour conclure, les céramiques nous ont aujourd'hui raconté l'histoire des populations chalcolithiques du Levant Sud.
Ce sont bien sûr des centaines d'autres histoires qu'elle livre de par le monde et qu'on aura le plus grand plaisir en fait à entendre les jours qui viennent au congrès donc des rencontres internationales des céramiques anciennes. Je vous remercie.